Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, nous sommes le cercle celtique Coral Braid de Savigny-sur-Orge et nous avons choisi de présenter aujourd'hui notre série de costumes féminins dits de cérémonie du pays glazique. Donc il s'agit d'une reconstitution de costumes qui étaient portés dans les années 1860-1870 à Plonévé-Porzay, qui est une des communes qui composent donc le Porzay, qui est cette région agricole au nord de Quimper et qui s'étend de l'Ocronan jusqu'au pied du Ménésome. Donc, dans cette région, dans ce terroir, les propriétaires ont des grandes parcelles, ils sont aisés, et cela se reflète dans leurs costumes. Et comme vous pouvez le voir, ils sont richement ornementés. Ils le sont d'autant plus que nous présentons aujourd'hui une mode de cérémonie qui était portée les jours de mariage, de communion, ou encore au pardon de Sainte-Anne-la-Palue. Alors, pourquoi un costume du Pays glazique pour un groupe d'Île-de-France? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut remonter donc à la création du cercle en 2002. Nous avions donc une de nos adhérentes qui possédait dans sa collection personnelle ce costume qui nous a servi de modèle pour la démarche de l'époque. Ce qui fait que nous avons porté cette reconstitution pendant près de 20 ans. Ils se sont usés au fil du temps et surtout nous avons pris conscience qu'ils comportaient des anomalies. Donc c'est pour ça qu'en 2021 nous avons décidé de refaire le costume féminin du groupe. Et donc, nous avons choisi de rester dans le Pays glazique pour permettre aux danseurs de continuer à porter le bragoubraz. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes orientés vers une mode ancienne, antérieure à 1880, puisque c'est la période à laquelle le pantalon commence à remplacer progressivement le bragou. Alors, donc, dans notre démarche, nous avons collecté différents documents. Nous sommes rendus au musée départemental breton de Quimper pour accéder à la collection. Et nous avons complété ces recherches par des rencontres avec des référents de ce terroir, comme Jean-Pierre Gonidec, le régisseur du musée, ou encore Isabelle Quintin et Mathias Ouvrard. En parallèle, nous avons fait des recherches de tissus, de matériaux, et nous avons été particulièrement séduits par ce tissu en damacé fleuri, qui nous a paru correspondre au tablier que l'on voyait porter les jours de fête et les jours de cérémonie dans le Porzay. Et c'est donc ce tissu qui a été l'élément déclencheur pour orienter et recentrer notre démarche vers le Porzay. Et donc mode ancienne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors concernant donc la confection, nous avons donc la première saison réalisé nous-mêmes les jupes, les tabliers, les parures plastron manchettes, les cols, les parures de cou, les ceintures, une partie des manchoux et une partie des nouvelles coiffes. Et puis nous avons attaché une importance particulière au rendu des silhouettes, tout comme au fait d'avoir des costumes qui soient tous différents, certes harmonisés visuellement, mais surtout pas uniformisés. Alors la saison dernière, nous avons poursuivi avec la confection des manchoux et des nouvelles coiffes, mais nous nous sommes aperçus qu'il y avait un petit décalage dans le rendu des coiffes. Nous en avions d'ailleurs échangé ici même. Et donc cette saison, nous avons décidé de refaire entièrement les coiffes. Et c'est pour ça que nous avons donc retravaillé sur la position et la forme du support en carton, et surtout au niveau de la grande coiffe, les dimensions et le montage ont été revus pour faire en sorte que le devant ici arrive jusqu'à l'implantation des cheveux. Et nous avons aussi choisi de porter une rue Gérès. Parce que ça, c'est suite, on hésitait pour tout vous dire, mais suite à un échange avec Jean-Pierre Gonidec l'été dernier, il nous a confirmé que c'était la pratique courante à cette époque. Alors, je vais maintenant poursuivre avec la présentation donc, de deux sources documentaires sur lesquelles nous nous sommes particulièrement appuyés. La première est cette photo qui est d'un couple de Plonévé-Porzay, qui est notre photo de référence et qui nous a permis de nous assurer que nous avions respecté les dimensions, les proportions, notamment dans le croisé des cornous et dans l'assemblage des galons. Et la deuxième source sur laquelle nous nous sommes appuyés, c'est cette série de photos prises au musée départemental breton et qui nous a donc permis d'avoir le détail du montage du dos du manchou. C'est un élément incontournable et c'est vrai que ça faisait défaut dans les précédents costumes. Et donc voilà, on le voit ici dans le dos, cette pièce centrale qui est dite pièce de maintien et que nous avons donc pu ajuster et mettre en place sur ces nouveaux manchoux. Alors en conclusion, je dirais que ce projet a fédéré et mobilisé de nombreux adhérents au niveau du cercle. Les danseuses ont participé elles-mêmes à la confection de leurs costumes, notamment dans l'assemblage des galons. Et cette année, donc, dans le projet des coiffes, plusieurs adhérentes ont rejoint la commission costume pour nous aider à la réalisation de celle-ci. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je passe maintenant la parole à Françoise qui va répondre donc, à la question choisie. Il est long à démarrer.
Bonjour. Il est très long. Bonjour donc. La question que nous avons choisie est celle des caractéristiques des ornementations des costumes du pays glasique et de leurs évolutions. Les costumes traditionnels du pays glasique, et particulièrement les costumes de cérémonie de Plonévé-Porzay, sont très riches en ornementation. Le pays Porzay était un pays de propriétaires terriens riches, et femmes comme hommes portaient fièrement, et avec l'exubérance de tout le territoire glasique, des costumes resplendissants, costumes qui ont d'ailleurs inspiré les illustrateurs, les peintres, les faïenciers et autres photographes. Voyons d'abord les ornementations des costumes des femmes. Du point de vue des galons et des broderies, on passe en fait de galons et de broderies en bordure à des broderies qui vont petit à petit envahir, ou plus exactement s'étendre en grands motifs floraux sur l'ensemble du costume. Donc les costumes, quand ils étaient en bordure, c'était, voilà, nous avions des galons d'abord de fail, puis ensuite des galons de canty qui venaient souligner, des galons d'abord en cire colorée, puis des galons brodés. À Plonévé, les galons à cette époque-là, l'époque où nous portions, étaient relativement discrets, car est apparu quelque chose de très caractéristique de Plonévé, qui est la bordure de velours noir autour du manchou. Autre élément d'ornement pour les femmes, les parures. Parures qui au XIXe siècle étaient très empreintes de signes religieux, avec le cœur et la croix, sur des cartelettes avec des séquins plus ou moins larges, des ceintures, ceinture de mariage ou ceinture de cérémonie. Nous portons une ceinture avec le grand nœud derrière, avec des pans brodés et séquinés qui font le pendant avec les guides de la parure de cou. Voilà. Autre élément d'ornementation pour les femmes, les ornementations liées aux coiffes. Les dentelles et surtout la broderie est venue envahir, enfin plus exactement orner les coiffes, notamment au niveau des mentonnières qui se sont élargies, mais aussi au niveau des lanières des coiffes, sachant que pour les coiffes de mariée, les lanières étaient particulièrement ornementales puisqu'elles étaient en soie plissée avec du perlage qui était une caractéristique du fin du 19e et du 20e siècle, puisqu'on le voit accompagnant les grandes broderies florales sur l'ensemble des pièces de costume. On va s'intéresser maintenant à nos hommes. Les hommes au 19e avaient également des broderies et des galons de bord. Même chose au niveau du Porzay. La caractéristique de Plonévé-Porzay, c'est le velours en bord de choupen, velours qui entoure tout le choupen, et y compris sur les manches. Autre ornement pour les hommes, une caractéristique de Plonévé-Porzay, c'est l'attachement au port du bragout. Et le port du bragout permet de mettre en valeur des guêtres brodées avec aussi des boutons sur le côté, bon là c'est des guêtres de Ploiré, et de mettre en valeur des rubans avec des pompons pour relier ces guêtres et le bragout. Les hommes qui portent des bragouts ou des pantalons à pont portaient de larges turbans de flanelle et pour les plus riches, des ceintures gaurisses. Évidemment, l'évolution du costume des hommes a été vers la simplification et dans le Porzay, c'est resté d'un costume assez sobre, même si effectivement, en élément très important, est resté la double rangée de boutons sur le gilet de laine et quelques broderies en haut
en bordure de galons de velours. Galons de velours qui se sont, au fil du temps, largement étendus, aussi bien sur les manches que sur les pans du choupette. Enfin, pour les hommes, le chapeau. Le fait que la cuve du chapeau a changé de forme, se soit agrandie, a permis de mettre en valeur un large ruban avec de belles boucles, voire effectivement de belles guides larges et brodées pour les mariés. Je vous remercie. Alors j'ai plusieurs questions. Alors première chose, en même temps que vous allez répondre à la question, le jury aimerait bien vous voir, mesdames, de dos. Voilà. Ah, j'ai un jury qui adore voir les dos cet après-midi. J'ai un jury dos. Et vous pouvez vous rapprocher, oui, ils ont toujours la vue qui a baissé, donc si vous pouvez vous rapprocher. Ils n'osent pas mettre leurs lunettes par coquetterie, mais en fait, ils voient rien. Voilà. Une première question, alors je ne sais pas, la personne est-ce que vous pouvez nous raconter au niveau de vos poches, des poches d'établier? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le choix des poches d'établier? Voilà. Alors, sur les tabliers de cérémonie, les poches sont des fausses poches. Sur des tabliers plus courants, on voit au XIXe siècle, évidemment, des vraies poches, c'est normal sur des costumes paysans. Mais les costumes de cérémonie, eux, présentent des poches qui sont attachées, enfin plaquées, sur le haut du tablier. Poches qui sont décorées de galons, voire de broderies, qui renvoient de façon très cohérente aux galons et broderies, aussi bien du bas de la jupe que du bas de tablier. Tout était assez extraordinairement bien assorti, puisque, en général aussi, c'était assorti aux galons et aux broderies autour du manchou. Alors, en complément de cette question, est-ce que les poches sont ouvertes? Est-ce qu'il y a une fente ou est-ce qu'elles sont juste plaquées? Là, elles sont plaquées. Et traditionnellement? Et traditionnellement, je pense qu'elles l'étaient. Je n'ai pas vu d'indication qu'elles aient été ouvertes. Maintenant, effectivement, on a peu d'illustrations de Plonévé-Perzet à cette époque. Hein. On ne voit pas de poche ouverte. Petite question autre, on me demande le tour de jupe. Combien de métrage vous avez au niveau de votre tour de jupe? Alors, j'ai regardé dans les livres de référence, ils disent qu'à cette époque-là, c'était une jupe qui était faite en 3 pans et en 2,40 m. Sauf que nous, on est beaucoup plus grande, beaucoup plus... et si on fait en 2,40 m et en 3 pans, ben ça donne ça. C'est-à-dire que ça ne tourne pas. Parce que ma jupe, c'est la jupe, prototype. Et en fait, en discutant avec les référents, on nous a dit, ben, vous embêtez pas à faire en 3 pans, en 2, ça ira bien. Bon. Et puis, pour les costumes de spectacle, c'est vrai qu'on a fait une adaptation. C'est qu'en général, le tour des jupes des femmes fait, ça dépend du gabarit de la femme, mais fait plutôt 2,60 m, 2,80 m pour les plus grandes. Donc vous allez voir, elle tourne bien mieux que moi, que la mienne, qui est un peu trop trad. Alors une petite question, c'est oui, ici je la vois. Une question par rapport, vous avez beaucoup parlé du Porzay. Alors vous avez commencé en disant que vous étiez sur une mode classique, mais vous étiez du Porzay, donc comme si Porzay était quelque chose un peu excentré, le lien entre Porzay, Quimper, au niveau des modes, similitudes, différences. Il y a bien sûr beaucoup de similitudes, surtout qu'il y avait beaucoup d'échanges. Comme on vous l'a dit, c'était un lieu de rencontre au niveau des pardons, donc ça s'échangeait. Au niveau de Plonévé-Porzay, la mode a d'abord beaucoup été influencée par la mode de Ploiré, via la trêve de Carlaz. Puisque là, c'était de là que venait... Au début, Plonévé-Porzay était tout petit. Hein. Et puis, les liens de communication se développant, il y a eu beaucoup plus d'influences, des influences venant de Douarnenez, mais aussi des influences croisées de Châtelain, et bien entendu, des influences de l'ensemble du pays glasique. Ceci dit,
même s'il y a des choses très communes, il y a les femmes et les hommes du pays de Plonévé-Parcey ont tenu à marquer leurs caractéristiques, et donc, c'est ce que j'ai dit, avec cette importance toute particulière sur les bordures de velours, tant pour les femmes que pour les hommes, puisque là, pour les hommes, c'est particulièrement caractéristique. Les broderies sont très discrètes, sur des pans d'ailleurs, qui sont beaucoup plus étroits au niveau des bruscous. Ça permettait, dans le temps, de mettre aussi en valeur non seulement la double rangée de boutons du gilet tête, mais aussi les boutons du corps choupen qui était sous les deux, enfin sous les multiples choupens, et qui venaient se refermer sous la ceinture. Alors les deux dernières questions, je vais demander à mes amis d'arrêter de m'envoyer des questions. Deux dernières questions, une question sur quel type de dessous vous avez, et la dernière question également, comment vous avez donné vos cols, et après je les fais taire. Alors pour l'instant, nos dessous, on n'a pas beaucoup travaillé dessus, c'est le cas de le dire. Donc je dois dire qu'on triche. Moi j'ai simplement voilà. Il y a des dessous qui sont des dessous de tous les jours. Voilà, et moi j'ai un jupon, mais j'avoue que c'est un jupon postérieur, puisque c'est un jupon qui est plutôt début 20e. Vous voulez le voir, mon jupon? Sous le jupon, ce sont des chaussettes. Et sous le jupon, sous le jupon, ce sont des chaussettes. De contention, si vous voulez savoir, pour les vieux. Et l'amidonnage du col? L'amidonnage du col. Alors, les questions d'amidonnage, c'est toujours délicat, parce qu'en fonction du type de tissu, et puis des habitudes des unes et des autres, on a toute notre recette pour l'amidon. Personnellement, j'utilise de l'amidon de riz cuit, et j'adapte la texture au type de tissu, parce que là on a plusieurs types de tissus. Après, au niveau de l'amidonnage, une fois qu'on a bien fait sécher, qu'on réhumidifie, tout est dans le repassage, puisque là la question, ça va être de prendre le temps de repasser en mettant en forme très précisément ce qu'on veut obtenir. Eh bien merci au groupe de Savigny-sur-Orge, vous pouvez les applaudir.